Et si nos petites erreurs du quotidien, nos lapsus ou même nos rêves les plus bizarres cachaient en fait des vérités profondes sur qui on est? C'est le voyage fascinant qu'on va faire aujourd'hui en plongeant dans les théories de Sigmund Freud. On a tous connu ce moment. Ah oui, ce fameux silence gênant après avoir dit exactement ce qu'il ne fallait pas. Le lapsus, quoi. Celui qui nous laisse tout rouge de honte. Mais bon, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre esprit à ce moment-là? Prenons un exemple classique tiré tout droit des écrits de Freud. Un orateur, au beau milieu d'un banquet, veut porter un toast. Sauf que, au lieu d'inviter l'assemblée à trinquer, sa langue fourche et il invite tout le monde à rôter à la santé de son chef. Pour n'importe qui, ce serait juste une erreur un peu gênante. Mais pour Freud, c'était bien, bien plus que ça. Pour Freud, attention, ces lapsus ne sont jamais des hasards. Ce sont de véritables indices dans une sorte d'enquête psychologique. Chaque erreur, chaque oubli, c'est une piste qui peut nous mener vers les coulisses cachées de notre propre esprit. En fait, là où la plupart des gens voient juste une maladresse, un coup de fatigue, une simple distraction, Freud, lui, il voit un champ de bataille, rien que ça. Un conflit silencieux qui se joue juste sous la surface, entre ce qu'on veut dire consciemment et ce que notre esprit veut vraiment exprimer. On a beaucoup reproché à Freud de s'intéresser à des bagatelles, à des détails. Mais sa conviction, c'était que, un peu comme un détective, les vérités les plus profondes se cachent souvent dans ce qui paraît le plus insignifiant, dans ce que les autres, justement, ne prennent même pas la peine de regarder. Bon, d'accord. Mais alors, comment ça marche concrètement un lapsus? Quelle est la mécanique qui se cache derrière ces petites erreurs du quotidien? Freud a un nom technique pour ça, l'acte manqué, ou la parapraxie. Et ça ne concerne pas seulement les mots, loin de là. Oublier un nom, faire une faute de frappe, ou même perdre ses clés, tout ça pour lui peut être un acte manqué. L'idée de base, c'est celle d'un compromis. Imaginez deux forces en nous. D'un côté, notre intention consciente, ce qu'on veut faire, et de l'autre, un désir caché, refoulé. Eh bien, l'acte manqué, c'est le résultat de leur collision. Prenez cet exemple, un homme qui oublie systématiquement le nom de son rival. Consciemment, il veut être poli, mais inconsciemment, il veut littéralement l'effacer de son existence. Et ça va plus loin que les mots. Freud raconte cette histoire d'un homme qui perdait tout le temps un livre que sa femme lui avait offert à une période où leur relation était, disons, compliquée. Inconsciemment, il voulait se débarrasser de cet objet, de ce symbole. Et puis, un jour, quand leur relation s'est améliorée, hop, comme par magie, il a retrouvé le livre. Allez, on quitte maintenant nos erreurs de la journée pour plonger dans un monde encore plus mystérieux, celui de nos nuits. Parce que pour Freud, la logique qu'on vient de voir s'applique aussi et même surtout à nos rêves. Faut se remettre dans le contexte. À l'époque de Freud, la science voyait les rêves comme un simple bruit de fond du cerveau, une sorte d'activité neurologique aléatoire, sans aucun sens. Freud, lui, a fait un pari complètement fou. Et si les anciens avaient raison? Et si nos rêves avaient en fait quelque chose de très important à nous dire? Sa thèse centrale, elle est à la fois simple et totalement révolutionnaire. Chaque rêve, absolument chaque rêve, est la réalisation d'un désir. C'est un souhait qui devient réalité le temps d'une nuit. Le plus simple, c'est de regarder les rêves des enfants. C'est limpide. Un petit garçon qui a dû donner ses cerises, il rêve quoi? Qu'il les a toutes mangées. On voit ça aussi chez des explorateurs affamés qui rêvent de festins incroyables. Quand le désir est simple et fort, le rêve, c'est juste l'hallucination directe de sa satisfaction. D'accord, mais alors, si les rêves ne sont que de simples désirs, pourquoi est-ce qu'ils sont si souvent complètement absurdes, confus, sans queue ni tête? C'est là que la théorie de Freud devient vraiment subtile. La réponse de Freud, elle tient en un mot, le déguisement. Il y aurait un processus qui chercherait activement à maquiller nos véritables désirs, surtout ceux qui sont un peu dérangeants. Freud imagine une sorte de gardien à l'entrée de notre conscience. Il l'appelle le censeur. Son job, protéger notre sommeil. Si un désir est trop choquant, trop inavouable pour nous, le censeur le prend et le transforme en quelque chose de bizarre, d'incompréhensible. Ce processus de déformation, c'est ce que Freud nomme le travail du rêve. Et l'un des outils préférés de ce censeur, c'est le symbolisme. En gros, le rêve parlerait un langage codé, où des objets du quotidien se mettraient à représenter des désirs refoulés, souvent liés au corps et à la sexualité. Alors attention, il faut le dire, c'est sans doute la partie de sa théorie la plus débattue, mais elle est absolument centrale pour comprendre sa vision. Bon, alors tout ça, nos lapsus, nos rêves, de quoi nous parle-t-il? Quel est ce fameux royaume caché dont il nous donne des indices? Ce royaume caché, c'est bien sûr la grande découverte de Freud, l'inconscient.
Et ce n'est pas juste une sorte de cave où on stocke de vieux souvenirs, non. C'est une partie vivante, bouillonnante et super puissante de notre esprit qui influence chacune de nos pensées et de nos actions sans qu'on s'en rende compte. Au fond, les lapsus et les rêves sont le rebut de notre monde mental. Et pourtant, ce sont eux qui nous offrent la vue la plus claire sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça le grand paradoxe. Finalement, ce que Freud nous propose, c'est de voir notre esprit non pas comme un lieu calme et bien rangé, mais plutôt comme une arène où s'affrontent sans cesse nos désirs. Et nos lapsus, comme nos rêves, ce sont les échos, les témoins de ces batailles intérieures. En prêtant une oreille attentive à nos propres petites erreurs, Freud suggère qu'on pourrait bien tomber sur les vérités les plus fondamentales sur nous-mêmes. Et ça, c'est une pensée qui, encore aujourd'hui, continue de fasciner et de faire débat.